Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description les offres de fin d'année. Nous allons passer maintenant à la présentation de Di. Alors on va continuer à parler d'open source. Mon envie c'était d'étendre un petit peu le spectre du sujet de l'open source. J'ai vraiment pas beaucoup de temps et je pourrais vous parler de tout ça pendant des heures et des heures. Donc je vais passer sur ma présentation. Vous voyez les mots barbares ici, ça veut dire que je kiffe le pipeline et tout ce qui est technologie de collaboration. On s'est dit avec Stéphane et Véronique que ça pourrait être intéressant de revenir sur la discussion qui avait été initiée l'année dernière dans l'échange qui s'intitulait Animation en mode open source. Et donc voilà, un an après, ce que je vous propose, c'est de faire un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé ces 20 dernières années, auxquelles moi j'ai pu participer de près ou de loin, pour faire un constat, essayer de trouver pourquoi est-ce qu'on fait ce constat-là, et puis je vais vous proposer des idées pour essayer d'améliorer une situation. Une fois ça, j'aurai certainement un petit peu de temps pour vous parler de deux initiatives et j'aimerais vraiment qu'on arrive à avoir 5 minutes pour des questions et réponses, donc je le tente. Commençons par une petite timeline. Donc voilà, moi j'ai commencé à travailler il y a 25 ans, à une époque où il n'y avait pas du tout d'open source. Et petit à petit, il y a des projets qui ont émergé. On ne peut pas parler d'open source sans parler de Blender. Donc il est dans les références que je vais prendre aujourd'hui, même si ce n'est pas une initiative française, même si elle le devient un petit peu en ce moment, grâce à Fiona. Donc un projet emblématique initié par Ton et avec une vraie vision qu'il a poussé sur le projet, une explosion avec la 2.7. J'ai eu l'occasion de participer parmi les projets collaboratifs, il n'y a pas eu que de l'open source, à HD3D qui était initié par Cap Digital, qui regroupait 10 studios et qui devait fournir des technologies. Finalement, ça a été beaucoup de discussions et on n'a pas fourni grand-chose. Mais dans le titre, c'était HD3D IIO. C'est vrai. Et IIO, c'était Initiative pour une industrie ouverte. Je vous invite à flasher ce petit QR code qui rappelle tous les détails de cette histoire. À cette époque-là, on a vu Dwick arriver par Duduf. Ça a été le début de l'aventure de RX Lab, qui a été une source de plein d'outils open source et qui s'est bien envolé au fur et à mesure du temps. J'ai participé à la conception et au développement de Cabaret, qui a été utilisé dans quelques studios, donc un framework open source de pipeline qui a été utilisé dans quelques studios, mais qui a surtout explosé quand LibreFlow est arrivé, donc une initiative de Flavio Pérez d'effets spécial, à partir du moment où ils ont rajouté leur surcouche dessus. Maintenant, on a 3 longs métrages, je crois, et plus d'une dizaine de studios qui l'utilisent. Quand on parle d'open source, de collaboration, de discussion, on est obligé de parler des radis. Je me souviens quand on a fait le premier radis, j'étais sur scène pour faire un partage de l'expérience de dev à Supermonks. Et régulièrement, on a des conférences, des interventions sur l'open source. Ça fait partie de ce qui fait vivre la scène. Il y a eu cette initiative que Swan a évoquée tout à l'heure, qui avait été lancée par Alexis Cassa, qui s'appelait lepipeline.org, un groupe de TD qui discutaient ensemble pour essayer de résoudre des problèmes. Ça a duré quelques temps. J'ai eu la chance de participer à quelque chose qui s'appelait OpenPipe, qui avait été lancé par Pierrot Jacquet, qui regroupait 5 studios. Alors pour le coup, c'était des discussions privées, donc j'ai pas de lien, mais c'était une expérience de collaboration très intéressante où on voulait produire des solutions qui pourraient être adaptées à nos 5 studios. Mais ça s'est épuisé, même si la partie OpenProd, qui a été la déclinaison de ça, existe encore. Et on a vu ce matin l'exemple de Kitsu, donc, qui est arrivé avec la vision de Franck très forte et qui double le nombre de subs depuis le début et qui est dans une envolée folle encore. Ici, vous voyez ce qu'on a une petite étoile, là, Cabaret, LibreFlow et Kitsu, c'est les projets qui ont été subventionnés par le CNC.
Je passe très très vite sur ces trucs-là. Évidemment, il y a beaucoup plus à dire. Et donc, si vous voulez approfondir avec des interviews des gens qui ont travaillé sur ces projets et d'autres projets et sur toute la spécificité de l'open source, je vous invite à aller voir le hors-série de la CST en partenariat avec la FICAM. Un travail excellent. Et le lien est ici. Sortez vos téléphones. Et on a donc des éditions à distribuer. Oui, vous avez en haut sur la table. Alors, il y a 300 exemplaires et vous êtes 300 dans la salle. Donc, s'il vous plaît, vous n'en embarquez pas 5 d'un coup. Mais voilà. Sinon, elle est en ligne ici. Donc voilà, avec cette petite rétrospective, on peut faire un constat. Et avec ce que vous avez entendu dans la journée et ce que dit Swan, je pense qu'on peut faire ce constat. L'open source dans l'animation se porte bien. Il y a plein de projets. Et il y a suffisamment de projets de propositions pour qu'on voit des projets à succès. Avec le succès d'un projet en open source, il est dans l'adoption. Et donc, par exemple, Kitsu est un grand succès d'open source parce que son adoption est toujours grandissante. L'open source a prouvé son efficacité. Le fait que Cabaret ait pu initier LibreFlow et que l'effet spécial ait pu collaborer avec une dizaine de studios sur des films très artistiques dont le financement est toujours un peu compliqué. On a vu ici vraiment l'avantage d'avoir une technologie qui a pu être partagée entre plein de studios et qui appartient à tout le monde et qui permet d'ouvrir des modes de production un petit peu plus souples et notamment de mettre, je crois, jusqu'à 9 studios en même temps sur un film. On voit dans cette rétrospective que les groupes de discussion, les groupes d'échange sont plutôt éphémères. On a vu des courbes qui s'envolent, c'est les technologies qui sont portées par des gens. Mais les groupes de discussion, ils font un temps, ils font 1 an, ils font 2 ans. Ce qu'on voit dans les succès, c'est plutôt donc les projets qui sont portés par des visions fortes. On a, sur tous les projets que je vous ai évoqués ici, quelqu'un qui a été à la tête du truc et qui a pris l'initiative autonome de lancer quelque chose. Alors bien sûr en étant nourri par toutes les discussions qui ont été faites dans les groupes de discussion, mais moi ce que je constate c'est que les groupes de discussion avec plein de gens autour d'une table, on s'éduque mais on ne produit pas. On arrive à faire un projet qui va se démarquer quand quelqu'un qui a participé à ces discussions se dit je vais faire mon truc, je vais faire quelque chose, je vais faire une proposition et cette proposition elle sera adoptée ou pas mais elle participe à l'innovation et à toute la scène. Je voudrais aussi, même si on ne le voit pas dans la rétrospective, remettre un petit mot positif sur l'aide majorée du CNC pour l'open source. Pauline en parlait tout à l'heure. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Ça permet, d'une certaine façon, quand on pousse les entreprises à faire des projets open source, de produire quelque chose qui va être utilisé par les autres, et donc on redistribue un peu le financement. Et moi, je trouve ça très bien, parce qu'on redistribue ce financement, on le partage, mais sans avoir 10 studios ou 4 studios qui se mettent ensemble et qui doivent trouver un entre-deux pour faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est un moyen très fort de garder une vision forte sur les projets open source, mais tout le monde va pouvoir en profiter après. Oui, et puis surtout, pour que ça soit utilisable par les autres, il faut qu'il soit bien documenté. Et ça peut représenter aussi un travail plus important. Et c'est donc normal qu'il puisse être On va en parler justement. financé. Donc tout va pour le mieux. On est très contents. Mais pourtant, l'année dernière, quand on a appris qu'on allait avoir cette discussion, l'animation en open source, c'était une discussion qui était très attendue et qui a été très animée, beaucoup de participation. On n'a pas du tout réussi à la finir dans le temps prévu. On a ouvert un Discord pour pouvoir continuer cette discussion. Ce Discord est encore actif aujourd'hui et les discussions qui ont été initiées il y a 1 an ont continué sur plusieurs mois. Et on a relevé des doléances multiples de personnes différentes. Et donc, malgré tout ce constat positif qu'on fait, il y a un problème. On n'est pas satisfait. Et alors donc ce qui serait intéressant, ce serait d'essayer de savoir pourquoi. Et à mon avis, en analysant tout ça, on peut remarquer déjà d'une part qu'il y a énormément de projets open source ou collaboratifs qui manquent de visibilité. C'est-à-dire que les projets restent dans l'ombre, c'est pas la qualité du projet qui les fait sortir de l'ombre,
Et on a tellement de plateformes, le graphe de Swan était très bien là-dessus, tellement de plateformes, d'endroits, d'awesome list, de Discord, de repo, qu'en fait on se noie dans un océan de plein de choses qui font que c'est difficile de sortir du lot. Et pour être visible, il faut sortir du lot d'une façon ou d'une autre. Moi je pense vraiment, on n'en parle pas assez souvent, que ces technos manquent d'accessibilité. Ça arrive que les devs fassent des technos pour les devs, mais ce qu'on essaye de faire ici aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'open source dans l'animation, et nos utilisateurs sont des artistes et des prods. Et aller sur un GitHub, cloner un repo, installer un package Python, c'est pas les bons outils pour l'audience. Donc c'est très difficile pour quelqu'un d'aller juste tester une techno. Et je suis très content d'avoir entendu ce matin dans la présentation du CNC, ce matin ou cet après-midi, je ne sais plus, l'aide au test, c'est une idée fabuleuse. Et donc en fait, l'open source c'est super, c'est un écosystème technique et culturel vraiment, vraiment rodé, mais c'est un écosystème qui est fait pour les techs. Et nous, on a au moins un tiers de nos gens qui ne sont pas des techs. Et donc, on a un problème d'accessibilité à ces technologies. Il y a aussi un frein, je pense, c'est le manque de confiance. On en a parlé ici et là. Avant d'adopter quelque chose, il faut savoir si c'est robuste. Comment est-ce qu'on sait que c'est robuste? On demande à quelqu'un qui l'a déjà utilisé, ou on voit un grand studio qui a adopté cette technologie, qui prouve que, ou quand on a 3-4 studios qui ont adopté quelque chose, on sait que c'est quelque chose qui est assez souple, qui pourra s'adapter à ma spécificité dans mon studio. Globalement, l'open source, c'est vraiment bien, ça permet de partager l'appartenance du produit. Et donc, c'est une forme de liberté. Mais est-ce qu'en adoptant un produit qui a été fait par quelqu'un qui n'est pas moi, est-ce que j'abandonne un peu de ma liberté et de mon autonomie? Et donc, toutes ces questions-là, c'est des questions qu'il faut répondre avant d'adopter une techno. Donc, en résumé, la vie d'un projet open source commence par la visibilité, une fois que quelqu'un voit qu'il existe. Après, quelqu'un va le tester et voir si ça lui plaît. Si ça lui plaît et que ça correspond à ce qu'il recherche, il y a une confiance qui est créée dans le projet. Et à ce moment-là, il y a une adoption. Et le problème, c'est que c'est souvent en fait, cette adoption qui crée la visibilité. Et donc, nous sommes en présence d'un cercle vicieux. Cercle vicieux, je pense, qui vient en grande partie du fait que nous, ce n'est pas uniquement le code. L'open source, oui, ça marche, mais il nous manque un truc sur la collaboration, l'open collaboration. Il y a quelque chose à inventer parce que l'open source ne suffit pas. L'open source qui est dédié au code ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme solution? Quand on a un cercle vicieux, il faut transformer ce cercle vicieux en un écosystème vertueux. Et à chaque endroit de ce cercle, on va essayer de venir insuffler, mettre de l'huile dans les rouages et smoother les choses. Donc typiquement, pour avoir plus de visibilité, on pourrait avoir une plateforme de recensement qui serait accès gratuit pour que tout le monde puisse y accéder et qui aurait surtout une expérience dédiée au PADI+. PADI+, c'est ce que je vous propose pour parler des prod, artistes, dev, IT et plus. Parce que ce problème d'accessibilité, c'est un problème d'inclusion en fait. On a des devs qui font des trucs merveilleux et ça reste entre eux. Il faut qu'on ouvre tout ça à une culture un peu plus large. Et donc recenser, je pense que c'est un bon point de départ pour rendre visibles les choses. Après, pour pouvoir tester facilement, plus facilement, pour smoother un peu l'accessibilité, il faudrait qu'on permette aux non-tech, donc aux prods et aux artistes, de tester, d'installer et de tester des solutions sans être admin, sans avoir un IT sous la main et tout ça. Donc il y a certainement une forme de standardisation à avoir pour smoother ça. La question de la confiance, elle est beaucoup plus générale que ça. Mais je pense que dans l'open source, on a besoin de se sentir en confiance sur le fait que l'initiative est positive
pour l'industrie en général. Et pour moi, le fait que ce soit but non lucratif, c'est devenu aujourd'hui, pour une plateforme qui regrouperait, qui recenserait, c'est quasiment sine qua non. Et il faut que cette plateforme, elle soit aussi sans opinion sur les technologies. C'est pas son boulot. Voilà. Et le plus gros levier de confiance, c'est d'être plébiscité par des organes reconnus, comme les grands studios ou le CNC par exemple, et d'autres. Et après, pour simplifier l'adoption, pour mettre de l'huile dans les rouages à cet endroit-là, simplement, je pense qu'il faut revenir sur cette idée que ce que l'open source essaye d'apporter, c'est pas uniquement de la tech, et donc il faut mettre en relation un peu plus facilement et un peu plus efficacement les devs qui font de l'open source avec les utilisateurs non tech, donc les prods et les artistes, pour qu'ensemble ils puissent co-construire leur technologie. Et donc en fait, quand on co-construit quelque chose, l'adoption elle est quasiment automatique puisque ça a été fait ensemble. Et je dirais même, il faut aller jusqu'à donner l'opportunité aux artistes, aux utilisateurs, quels qu'ils soient, de proposer des idées, de proposer des projets et de montrer que si, par exemple, il y a une centaine de personnes qui disent « moi, ça, j'aimerais bien avoir cet outil-là », on va avoir plein de devs qui seront très contents de passer du temps en open source pour aider. Et donc, d'être proactif dans le dessin et la proposition d'outils, même s'ils sont techniques, c'est encore mieux qu'une co-construction, c'est une pré-adoption. Ça veut dire qu'on est sur un succès quasiment assuré avant même que la technologie arrive, puisque le besoin est reconnu. Donc en substance, moi je pense qu'il nous faut une plateforme qui soit pour l'animation, ce que GitHub, GitLab et autres Codeberg, maman, c'est pas le moment. Il faut une plateforme qui soit pour l'animation, ce que GitHub et GitLab sont pour le code. Et il nous faut un outil qui soit pour les prods et les artistes, ce que Git est pour les devs. Alors vous allez me dire, il n'y a que les geeks qui vont comprendre ces analogies. Et je vais vous dire CQFD, parce qu'en fait, ces outils nous ont rendu la vie merveilleuse, nous les techs. Il faut que vous ayez des outils aussi merveilleux pour les utiliser dans l'animation. Alors, cela étant dit, il y a deux initiatives qui vont dans ce sens-là. La première, on parlait tout à l'heure en introduction, je vous ai parlé un peu du DUF et du RX Lab. Le RX Lab a évolué en une association qui s'appelle RX Laboratorio, qui vise à recenser et distribuer les technologies et aider à la collaboration autour de ces technologies. Donc c'est vraiment pile poil exactement pour moi les axes sur lesquels il faut travailler. Et il se trouve que c'est une association à but non lucratif et open source, donc évidemment, je pense que c'est une excellente chose. Et je vous invite à aller vous renseigner sur leur site à cette adresse. Et par ailleurs, de mon côté, je travaille depuis une dizaine de mois avec quelques amis à la conception et l'implémentation d'une plateforme de collaboration qui s'appelle Together. Ces 4 lettres se disent Together. Et bien entendu, en gros, c'est vraiment l'implémentation de tout ce dont je viens de vous évoquer comme solution potentielle. Donc du recensement, de la distribution, une expérience utilisateur PADI+, à but non lucratif, open source et free, et également gratuit d'utilisation. Et notamment, un des axes intéressants, enfin importants pour moi dans le projet, c'est qu'il y a une bounty board où les utilisateurs peuvent proposer des projets et voter pour les projets qu'ils ont envie de voir se réaliser. Et les utilisateurs techniques sont mis en relation directement avec les utilisateurs, avec leurs utilisateurs. Et donc voilà, un écosystème ouvert, inclusif et accessible qui est, à mon sens, le chaînon manquant de l'open source dans l'animation. Écoute, bravo. Je vous mets l'adresse ici. Pour l'instant, Together est en bêta privée, mais sur le site, vous trouverez, en cherchant un petit peu, un lien vers notre Discord et on pourra toujours discuter.
Et je voudrais remercier Céline et Flavio qui m'ont aidé à préparer cette presse. Vous avez les slides qui sont disponibles ici en attendant qu'ils soient disponibles sur le site des radis. Et j'espère qu'on a encore du temps pour des questions. Oui. On a 2 minutes. Je suis là jusqu'à vendredi soir, Voilà. si vous avez besoin de discuter. Alors, je pense 2 minutes de questions. Y a-t-il... Ah bah voilà, hop, il y a un bras. Alors, je ne sais pas. C'est au 3e rang, milieu du 3e rang. Merci beaucoup pour la présentation. Du coup, je suis Justin de TVBain Développement. Et en fait, est-ce que l'idée, c'est de normatiser, par rapport à ce, je trouve ça hyper pertinent cette idée pour les prods et les artistes de pouvoir faire du feature request. C'est quelque chose qui est vraiment très très pertinent. Comment vous comptez normaliser la chose pour que ce soit accessible pour les devs? Est-ce qu'il y aura aussi du bug report avec prévu sur la plateforme? Alors moi, je ne crois pas du tout en la normalisation. D'accord. Je crois plus en la sélection naturelle et la façon dont ça se fera, j'aspire à ce que ce soit collaboratif. Et donc nous, on va proposer des choses au début. Ce sera une plateforme qui sera très évolutive et très modulaire. C'est un des points importants que j'avais dans mes solutions. Il faut que cette plateforme, elle n'ait pas d'avis en fait sur les choses. Il faut que ce soit un endroit où tout le monde peut venir un peu organiser ce qu'il veut. Alors les fondamentaux comme la gestion des utilisateurs, les settings et la bounty board, effectivement il y aura quelque chose, mais moi j'ai envie d'une communauté qui fait évoluer son outil et faire des propositions, mettre en place des propositions et avoir des retours. Pour moi, c'est mieux que de réfléchir à plein de gens pendant des mois et après on se dit tiens, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc là, moi, je vais arriver avec une proposition dans le but, pas de dire ça va être génial, mais dans le but de dire on va l'améliorer jusqu'à ce que ce soit un truc qui plaise à tout le monde. Bonjour, Aristote de Avec ou sans vous. Moi, j'avais une question, c'était comment est-ce que vous rentrez les prods dans l'écosystème de l'open source? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le retour et la perspective des prods? Qu'est-ce que vous attendez d'eux dans toute cette démarche open source? Quel est leur impact, selon vous, important dedans? Puisque vous voulez joindre les prods Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on étend cette collaboration pour mettre plusieurs projets en même temps? C'est ça? Non, je parle du producteur, pardon. Dans la démarche producteur-artiste, développeur IT, qu'est-ce qui est intéressant chez le prod à apporter? Qu'est-ce que le prod peut apporter dans la démarche open source? Et la question, elle pourrait être même plus large. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, comme les diffuseurs, qu'on pourrait aussi intégrer à cette démarche? Oui, alors pour moi, le poste de producteur, il est un petit peu moins bien servi que les artistes depuis longtemps. Ça s'améliore beaucoup. Et notamment, Kitsu a un fondamental d'expérience qui vise à faire une proposition plus efficace que ce qu'on a eu jusqu'ici. Et ça, c'est vrai pour tous les outils qui pourraient être utiles, qui pourraient exister ou qui existent déjà pour les prods. À partir du moment où on croise des données entre une source et une autre pour essayer de faire un prévisionnel ou de vérifier où est-ce qu'on en est par rapport à ce prévisionnel, c'est des outils. Et pour moi, on devrait être plus investi. Il y a une petite lacune de ce côté-là dans l'open source sur les outils qui aident les prods. Et voilà, c'est des utilisateurs qui méritent aussi d'avoir leurs outils. Et donc, ne serait-ce que de pouvoir dire, moi en tant que prod, je voudrais, je prends un exemple sur lequel j'ai travaillé il n'y a pas longtemps, mais j'ai 2 clients, un qui est sur Kitsu, un qui est sur Ion. J'ai besoin de transférer toutes mes reviews de l'un à l'autre automatiquement tous les lundis. Voilà, il y a une demande. Cette demande, bon, là je parle d'un exemple qui a été fait en studio, mais si elle avait été faite sur une plateforme ouverte face à tout le monde, on aurait pu avoir une première implémentation et après plein d'autres gens qui disent « Ah mais en fait oui, ça pourrait m'aider ». Ça s'applique à tout le monde, que ce soit des artistes, des prods, et peut-être pourquoi pas les IT aussi. Et je dis plus, PADI+, parce que j'ai envie de dire tout le monde. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, moi je ne le voyais pas au niveau des besoins des prods, mais je me demandais en fait si le producteur a
Est-ce que dans l'écosystème open source qu'on souhaite développer, est-ce que le producteur a une plus-value intéressante? C'est ça que je me demandais comme question. Plus que lui, ses outils dans son quotidien. C'est un utilisateur, il faut le considérer comme tout le monde. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. On peut rester là-dessus, oui. La plus-value est évidente pour chaque utilisateur. Enfin, chaque utilisateur apporte une plus-value pour le développeur. Mais est-ce que, par exemple, on peut s'attendre, je suis désolé de monopoliser, mais est-ce que, par exemple, on peut s'attendre à ce que le producteur, lui aussi, soit plus une parole d'évangélisation vers l'open source? Est-ce que c'est une attente, ça, par exemple? C'est pas une attente particulière, mais le partage d'une manière générale, et c'est un des outils de la confiance, c'est quand quelqu'un te dit cette solution, je l'ai co-construite avec un dev et on l'a utilisée sur 3 projets et on est très content. Si tu as l'occasion de le dire sur une plateforme parce que tu as mis un petit plus, un petit like ou quelque chose, je sais pas quoi, c'est cool. Ouais, salut, Benjamin Legros de Mercenaries Engineering. Tu parles des PID... Merde, j'ai déjà oublié. PADI+, pardon, autant pour moi. Et tu mentionnes pas trop les studios, et je me demande à quel point les studios devraient pas être plus... Enfin, que ce soit pas un organe, une émanation comme un syndicat des studios, lié à la promotion de l'open source, au référencement, parce que c'est quand même des outils qu'ils vont utiliser sur les prods, et d'une certaine façon devraient aussi participer au financement. Oui, pour moi, les studios font partie complètement de la structure. C'est une structure. Dans ces studios, on a des gens, et il y a des gens qui sont en dehors des studios, il y a des gens qui sont dans des petits studios, dans des grands studios. Moi, je pense qu'il nous faut une plateforme qui accueille toute cette structure, quoi. Cette structure, elle est celle sur laquelle on s'organise pour travailler. Donc, évidemment, elle est partie intégrante du chaînon manquant de la collaboration. Merci Guy. Merci à vous.